Hello! Alors on se retrouve aujourd'hui pour continuer la série des previews pour la saison 2019-2020 de la LNH. Et aujourd'hui on s'attaque à l'Avalanche du Colorado. L'Avalanche du Colorado, c'est une équipe qui est vraiment le fun à avoir joué selon moi. C'est une équipe qui est surtout une équipe possession de rondelles, très rapide, sont jeunes, donc c'est une équipe qui est très intéressante. Et une chose qui moi m'a beaucoup surpris de l'Avalanche l'année passée, c'est pas tant le fait d'avoir fini 8e dans l'Ouest et d'avoir réussi à faire les séries, c'est surtout le fait d'avoir éliminé en première ronde les Flames de Calgary qui sont une équipe qui est aussi jeune et rapide. Alors, on peut toujours se dire, vu que les Flames ont été dominants toute la saison, ils étaient un peu fatigués quand ils sont arrivés en série, tandis que l'Avalanche, eux autres, disons qu'ils ont eu une saison ordinaire. On va dire qu'ils ont eu une saison ordinaire. Si vous êtes des partisans des équipes de l'Est, vous allez dire à 90 points, ils ne méritaient pas d'être en série. Bon, écoutez, la Ligue est faite comme elle est faite. À 90 points, ils ont fait les séries dans l'Ouest et voilà, c'est tout, ça finit là. Ils ont quand même réussi à sortir la meilleure équipe de l'Ouest en première ronde. Puis par la suite, ils ont tenu tête aux Sharks de San Jose en deuxième ronde en terminant en 7. Quand même, les Sharks, c'est une équipe qui est grosse, qui est physique. Et ils ont réussi à tenir tête à cette équipe-là. Donc, ils ont réussi à gagner contre une équipe qui est jeune et rapide. Puis, ils ont réussi à tenir tête solidement à une équipe qui est, disons, plus expérimentée et lourde. Alors, franchement, c'est une équipe qui a été très intéressante l'année passée. L'enjeu premier pour Joe Sakic, c'était d'avoir plus de profondeur à l'attaque. Donc, je pense qu'on va s'entendre pour dire que le premier trio d'Avalanche est peut-être l'un des meilleurs, ou sinon le meilleur premier trio de la LNH. Avec Landeskog, McKinnon, Rantanen, je pense que tu es en business. Tu as un allié qui fait 87 points, un centre 99, puis un autre allié 75. Le problème qu'on avait, c'est que le reste, ça ne fournissait pas. Alors là, on a fait des choix pendant la saison morte, puis on a décidé de rajouter des choses un petit peu partout dans l'équipe. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs dans cette équipe-là. Là, ce qu'il faut mentionner, c'est que les joueurs qui sont en rouge, c'est des joueurs qui ont été soit acquis ou signés pendant la saison morte, donc des nouveaux arrivants. Les joueurs qui sont en vert, c'est des jeunes qui pourraient faire partie sur une base régulière de l'alignement ou sinon qui pourraient faire un rappel. Il y a juste McCord ici que j'ai oublié de mettre en vert, mais en réalité, il devrait être en vert, je l'ai mis en bleu. Et puis sinon, les joueurs en bleu, c'est des joueurs qui sont déjà connus dans l'organisation. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils sont vieux, mais exemple, Landeskog, McKinnon, c'est des gars, Rantanen, c'est des gars qui ont une vingtaine d'années, mais puis Samuel Girard aussi, mais que, tu sais, c'est quand même, ils sont connus déjà dans l'organisation. Fait que les rouges, c'est ceux qui ont été ajoutés pendant la saison morte. Fait que vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de gars qui ont été ajoutés. Puis entre autres, au niveau offensif, il y en a plusieurs. Alors ça, c'est dans le but de la part de Joe Sakic d'avoir plus de profondeur au niveau de son attaque. Sauf qu'il a fallu quand même que pour aller chercher un joueur comme Nazem Kadri, puis je pense que c'était Rosen aussi qui était impliqué dans cette transaction-là. Il a fallu qu'on sacrifie Tyson Barrie, qui était et de loin le meilleur défenseur de cette équipe-là. C'est un gars qui est dans son prime actuellement, qui est genre mi-fin vingtaine. C'est un gros trou que ça laisse. Et Joe Sakic et M. Vedard ont été clairs. Ils ont beaucoup d'attentes pour Samuel Girard. Est-ce que ça va marcher? Point d'interrogation. Alors, l'Avalanche Colorado l'année passée ont terminé 8e dans l'Ouest, 17e dans la Ligue. C'est un total de 38 victoires, 30 défaites, 14 défaites en prolongation pour 90 points. Oui, ils ont fait les séries avec 90 points. Une moyenne de buts marqués par match de 3,15, ce qui leur donne le 10e rang dans la Ligue. Une moyenne de buts encaissés par match de 2,98, ce qui leur donne le 16e rang dans la Ligue. 22% en termes d'efficacité en avantage numérique, le 7e rang dans la Ligue, 78,7% des avantages numériques, ce qui leur donne le 25e rang dans la Ligue. Et là où on a un point qui est très important, donc je vous ai dit le 7e rang dans la Ligue pour l'avantage numérique, Tyson Barrie l'année passée, c'est quand même 25 points en avantage numérique. C'était un des joueurs qui jouait le plus en avantage numérique. Fait que franchement, là, ça risque de faire excessivement mal. Donc oui, ils ont une bonne statistique ici, mais ça risque de faire mal. Pour ce qui est du reste, je vous dirais que c'est assez ordinaire. C'est pas une équipe qui est exceptionnelle, excusez-moi. La première moitié de saison, c'est 19 victoires, 46 points, 7e rang dans l'Ouest. Deuxième moitié, 19 victoires, 44 points, 9e rang dans l'Ouest. Donc, ils se sont maintenus. Ça n'a pas été exceptionnel de manière générale, mais il y a quand même une progression qui est intéressante au cours des dernières années. En 2016-2017, l'Avalanche avait fait 48 points, puis ils n'ont pas participé aux séries. En 2017-2018, 95 points, puis ils ont été éliminés en première ronde. Nette amélioration. Sauf qu'ils avaient été éliminés en première ronde, et là, l'année passée, en deuxième ronde. Donc, il y a comme une amélioration à chaque année, je trouve, avec cette équipe-là. C'est ce qui la rend, selon moi, très intéressante. Malheureusement, qu'ils jouent tard, mais avec les Coyotes, j'écoute souvent des games qui finissent tard. L'année passée, l'Avalanche du Colorado ont quand même connu des... Je dirais pas des trouvailles, mais ils ont quand même connu des découvertes intéressantes.
Cal McCord en est un de ceux-là. Cal McCord, âgé seulement de 20 ans, qui a réussi quand même à faire 6 points en 10 matchs en séries éliminatoires, puis ça a très bien été au niveau de la NCAA. Sinon, on a aussi eu la chance de découvrir peut-être un petit peu plus Samuel Girard. Samuel Girard, 27 points en 82 matchs. Donc ça a été intéressant. C'est des jeunes qui se démarquent au sein de l'organisation. Puis je pense qu'à ce niveau-là, on a quand même beaucoup d'espoir. Bon, les meilleurs l'année passée, c'est les meilleurs, tout simplement. Donc on avait Nathan McKinnon qui a été le meilleur buteur avec 41 buts. Nathan McKinnon, le meilleur pointeur avec 99 points. Tyson Byrie qui a été de loin le meilleur défenseur avec 59 points différentiel de -3. Le plus proche après, c'était Samuel Girard avec 27 points. Fait qu'on est vraiment très loin. Puis Joe Sakic l'a dit ouvertement, il va y avoir beaucoup de responsabilités qui vont être assumées par les 4 premiers défenseurs pour pallier à la perte de Tyson Byrie. Mais bon, on verra, on a quand même des ajouts à l'attaque qui peuvent peut-être contribuer sur une deuxième vague de powerplay. Puis à ce moment-là, peut-être que ça ne sera pas nécessairement une immense perte. Mais au niveau de la défensive, ça c'est sûr que c'est une très grosse perte de la part de l'Avalanche du Colorado. Alors, pour ce qui est de l'Avalanche du Colorado, cette année, on croit qu'il y a des très très fortes chances, je ne dis pas juste un peu, là, mais vraiment des très très fortes chances que Cal McCord, un défenseur âgé de 20 ans, choix de première ronde en 2017, fasse partie sur une base régulière de l'alignement. Cal McCord, dans la NCAA l'année passée, il a joué 41 matchs pour un total de 49 points. En séries éliminatoires, c'est 6 points en 10 matchs. Alors, c'est un jeune qui est rapide, c'est un jeune qui fait des bonnes premières passes, une bonne lecture. D'après moi, ce gars-là va être dans la LNH sur une base régulière l'année prochaine. Et ce qu'il faut mentionner, c'est que Ian Cole, qui est un défenseur d'expérience, ne devrait pas jouer à cause de blessures avant le mois de décembre, assurément. Fait que ça se peut que ça soit plus long, là, mais il ne devrait pas jouer avant le mois de décembre. Alors ça fait quand même un trou au niveau de l'alignement. Et je pense que ça, c'est la chance pour Cal McCord de pouvoir s'insérer dans l'alignement sur une base régulière. On a également la possibilité de voir Boran Biram, 18 ans, qui était un choix de première ronde cette année. Ça se pourrait qu'il fasse le saut directement dans la NH, tout dépendamment comment est-ce qu'il va se démarquer. Mais si advienne que à ce moment-là, bon, on pourrait toujours l'envoyer au niveau junior. Biram, lui, l'année passée, dans la WHL, il a joué 67 matchs, un total de 71 points. Fait que franchement, c'est un défenseur à caractère offensif qui a un très fort potentiel au niveau offensif, là, en tout cas qui a un très fort potentiel à la défense. C'est probablement, en fait, je pense que tout le monde s'entend pour dire que c'était le plus fort potentiel en termes de défenseur l'année passée ou lors du dernier repêchage. Sinon, il y a des gens qui parlent de Martin Colt, 19 ans, choix de première ronde en 2018. Colt, lui, l'année passée, il jouait dans la Ligue américaine, 63 matchs, 26 points. La seule chose que j'ai réussi à trouver concernant ce gars-là, c'est son jeu physique et son gros gabarit, excusez-moi. C'est un gars qui joue depuis l'âge de 17 ans avec des adultes, donc j'imagine qu'il joue en Europe, et qui est réputé comme ayant un gros gabarit, donc on pense que c'est possible qu'il réussisse à insérer l'alignement. Moi, j'émets des doutes concernant ça. Et sinon, on a également le joueur de centre Shane Bowers, 20 ans, choix de première ronde en 2017. Dans son cas, lui, il jouait dans la NCAA l'année passée, c'est 21 points en 37 matchs. Théoriquement, il devrait jouer dans la Ligue américaine l'année prochaine, mais ceci étant dit, sait-on jamais, peut-être qu'il va être appelé en cours de saison, tout dépendamment de ce que va avoir l'air les blessures, puis tout le tralala l'année prochaine. Alors, voici donc ce que je vous présente comme étant un alignement qui est un alignement possible. Moi, en gros, là, ici, bon, vous voyez la ligne qui est en dessous ici, ça c'est Rantanen. Rantanen n'est toujours pas signé au moment de faire ma vidéo. Très gros problème à régler pour l'Avalanche du Colorado. Mais bon, ça c'est un alignement que moi je vous propose. C'est pas nécessairement l'alignement qui va être en place lors du premier match, mais je pense que ça aurait à peu près du sens. Donc, la première ligne, on y va sans aucun doute, selon moi, avec Landeskog l'année passée. 75 points en 73 matchs. Au niveau du centre, Nathan McKinnon, 99 points en 82 matchs. Et finalement, à l'aile droite, Rantanen avec 87 points en 74 matchs. Toujours pas signé. C'est quelque chose qui est à régler au plus vite de la part de Joe Sakic. Par la suite, au niveau de la deuxième ligne à l'aile gauche, on va y aller avec Burakovsky, qui est un gars qui a été acquis des Capitals de Washington cet été. 25 points en 76 matchs. On voit en lui un potentiel très intéressant au niveau offensif. Alors, c'est pour ça qu'on croit qu'il va avoir un poste au niveau des 6 premiers attaquants. J'en ai aucune espèce d'idée si vraiment c'est un gars qui peut se développer d'une manière exponentielle, mais je pense qu'ils ont beaucoup d'espoir et d'attente en lui. Fait que c'est la raison pour laquelle je le place sur un deuxième trio. Par la suite, on y va avec Nazem Kadri comme étant le deuxième centre. Kadri, c'est 44 points en 73 matchs l'année passée.
Mais ils vont avoir plus de temps de glace cette année. Ils vont avoir plus d'espace pour pouvoir jouer. Fait que moi, d'après moi, Nazem Kadri devrait faire plus que 44 points cette année. Puis à ce moment-là, ça peut être à l'avantage d'un gars comme Burakovsky. Et sinon, on a Donskoy aussi qui a été acquis pendant la saison morte. 37 points en 80 matchs. Au niveau de la troisième ligne, on y va avec un joueur qui est bien connu au Colorado, Colin Wilson à l'aile gauche, 27 points en 65 matchs, Comfer 33 points en 66 matchs et Joss 26 points en 70 matchs. Pourquoi est-ce que je mets Comfer au centre et que je mets Joss à l'aile alors que pourtant c'est deux joueurs de centre / deux ailiers? C'est parce que lui a été meilleur l'année passée aux mises au jeu, puis il est un petit peu plus âgé que Joss aussi. Fait que moi, je préfère avoir un gars qui a peut-être plus d'expérience au centre, puis celui qui en a peut-être un petit peu moins à l'aile, mais il y a beaucoup de gens qui préféraient le tout de suite au centre pour qu'il s'habitue à sa position naturelle. Fait que ça serait interchangeable sans trop de problèmes selon moi. Par la suite, on clore le tout avec Nieto à l'aile gauche sur le quatrième trio, 21 points en 64 matchs. Bellemare qui a été acquis, lui qui vient des Golden Knights. Il était acquis pendant la saison morte. 15 points, 76 matchs. C'est un joueur d'énergie. C'est pas un joueur qui va te compter des gros buts. Ben, en fait, oui, il peut compter des buts importants. On s'attend pas grand-chose de lui. Fait que ça peut quand même changer un match. Mais il reste que 15 points, 76 matchs. C'est pas un joueur d'exception. Mais bon. Et par la suite, on close le tout avec Matt Calvert, 26 points en 82 matchs l'année passée. On a fait l'acquisition de Nichushkin. Nichushkin, l'année passée, c'est genre 10 points. Je vois pas vraiment ce gars-là sur une base régulière dans l'alignement, mais je pense que oui, c'est un gars qui a de l'expérience, donc il pourrait peut-être rentrer dans l'alignement pour dépanner. On a aussi Kamenev qui semble-t-il un pas trop vieux, mettons, mi-vingtaine, qui pourrait éclore cette année. Donc à ce moment-là, ça se pourrait qu'on le voit intégrer l'alignement sur une base régulière. Et on a Cote que je vous ai parlé tantôt. Martin Cote, que semble-t-il, on a certaines attentes à son égard. Moi, perso, je vois rien en tant que tel dans ce gars-là, mis à part qu'il est gros. C'est une équipe qui est rapide, fait que pour moi, c'est pas un natural fit, là, mais bon, anyways. Au niveau des défenseurs, ben là, c'est là où ça peut peut-être être très intéressant parce qu'il y a des gars qui se sont ajoutés, il y a des gars qui sont jeunes, on va avoir des nouvelles responsabilités avec la perte de Barry. Samuel Girard devrait normalement être le premier défenseur gauche cette année, 27 points en 82 matchs l'année passée. Le premier défenseur droit devrait être Johnson, 25 points en 80 matchs l'année passée. Par la suite, le deuxième défenseur gauche, on irait probablement avec Zadorov, 14 points en 70 matchs l'année passée. Carl McCart, qui est un jeune, donc qui aurait dû être en vert. L'année passée en séries éliminatoires, c'est 10 matchs, 6 points. C'est très, très, très intéressant ce qu'on va découvrir de lui. Je l'ai vu un peu jouer honnêtement et je le trouve vraiment très intéressant. C'est un gars qui porte la rondelle, qui a une bonne première passe, qui est rapide. Alors moi, je trouve que ce gars-là a un potentiel fou! Fou! Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va pouvoir apporter à cette équipe-là et éventuellement, ça se pourrait que ça devienne un des deux de la première paire. C'est mon call! Je mets ça sur le côté. On a fait l'acquisition de Kevin Connaughton pendant la saison morte, 8 points en 50 matchs. C'est un gars qui n'est pas exceptionnel, mais qui peut faire la job, tout simplement. Fait que sur une troisième paire, je pense que ça peut être intéressant. Et je clore le tout avec Rosen, qui a joué dans la Ligue américaine l'année passée, 46 points en 54 matchs. Très intéressant ce gars-là, mais comment il va s'adapter au niveau de la LNH? Est-ce qu'il va être capable d'avoir quand même une bonne moyenne de points par match? J'en ai franchement aucune idée. C'est le camp d'entraînement qui va nous le dire parce qu'on a quand même d'autres joueurs qui sont intéressants à inclure dans la brigade défensive. Fait que sa place est vraiment pas acquise. Moi, je le mets là parce que c'est un jeune puis qu'il était acquis par... en fait, il a été acquis récemment par l'Avalanche. Fait que franchement, moi, je trouve que ce serait intéressant de l'essayer sur une base régulière. Mais sinon, on a Barbario aussi qui pourrait être intéressant. C'est un gars qui a beaucoup d'expérience, qu'on connaît bien au Colorado. On a Graves également qui pourrait être intéressant. Bayram, que je vous ai parlé, choix de première ronde cette année, ça se pourrait qu'il fasse le saut direct. Et Aaron Cole qui, théoriquement, quand il va revenir de sa blessure, on devrait le voir sur une base régulière dans la LNH. Alors, c'est tous des gars qui c'est des gros peut-être. Tout simplement. Puis on a Timmins aussi, c'est vrai, un défenseur qui s'appelle Timmins, qui a genre 20 ans, je pense. Il n'a pas joué du tout l'année passée à cause d'une blessure au niveau de la tête. Moi, je file comme étant qu'il va jouer dans la Ligue américaine l'année prochaine. Il y en a qui pensent qu'il pourrait être dans la LNH. Je penserais pas, parce qu'il a manqué quand même toute une saison d'activité, à moins qu'il own solide la Ligue américaine en début de saison. Mais sinon, je penserais pas. Au niveau des gardiens, ben là, il y a eu des changements. Varlamov qui est parti. Et là, on se ramasse avec Grobauer, qui a bien fait, et c'est lui d'ailleurs qui a gardé les buts pendant les séries éliminatoires. Grobauer, l'année passée, c'est 37 matchs, une moyenne de 2,64, 917. Fait que jusqu'à date, ça va. Mais c'est un gars qui a quand même partagé la cage avec Varlamov. Et là, on n'a plus de gardiens qui sont des gardiens d'expérience dans la LNH avec l'Avalanche du Colorado. C'est la raison pour laquelle on a été chercher, je pense, il y a 2 ans, un certain Frank Coos. Frank Coos, qui est un gars qui a essentiellement de l'expérience dans la KHL. Il a 29 ans, ok? Donc, c'est pas un jeune à proprement dit. Moi, je l'ai mis en vert parce que c'est un gars qui va peut-être être nouveau dans l'alignement, mais à 29 ans, t'es pas jeune. Et c'est un gars qui a
eu des statistiques ridicules au niveau du tournoi mondial de la World Cup. Donc, il a été le gardien de but partant de la République tchèque, et sauf erreur de ma part, je pense, non, c'est assurément 3 matchs, une moyenne de 0,77. Tu sais, il joue pas avec le Canada, là, puis il a une moyenne de 0,77. Alors, c'est un gars qui peut être super intéressant s'il s'adapte bien à la LNH. L'année passée, il a joué dans la Ligue américaine, ça a très bien été. En 49 matchs, une moyenne de 2,68, 918. Il a joué comme 2 matchs. Bon, en tout cas, il a fait partie de comme 2 matchs. Il n'a même pas joué les matchs au complet dans la Ligue nationale. Puis il y a une moyenne de 2 si je ne fais pas erreur. Fait que ça l'a 2 puis 940 quelques, genre. Fait que ça l'a très bien été, mais c'est pas des matchs complets. Fait que pour moi, c'est pas très révélateur. Mais son adaptation dans la Ligue américaine est intéressante quand même. 2,68, 918 en 49 matchs. C'est intéressant. C'est lui qui va être le gardien de but auxiliaire à Grobauer cette année. Et probablement qu'on va faire un mariage. Alors là, à savoir si jamais ça ne marche pas du tout pour Francouz, ben on a fait aussi l'acquisition de Werner. Donc Werner, c'est un gars qui jouait dans la Ligue d'élite de Suède. 26 matchs l'année passée, 2,02 de moyenne, 926. C'est bon, mais on ne sait pas s'il va s'adapter au style nord-américain. Alors, d'après moi, là, c'est vraiment le mariage, ça va être Grobauer et Francouz. Et je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner pour ce qui est de Francouz, mais il reste que ça devrait être un mariage à 2. Alors, c'est ça pour ce qui est de l'analyse de l'Avalanche du Colorado. C'est une équipe qui a été bien ordinaire l'année passée, mais qui quand même trouve le moyen de s'améliorer d'année en année. Que la première ligne a eu une saison de malade, qu'on a perdu un joueur d'impact important, puis qu'on a perdu un gardien de but partant. Alors, il y a une couple de points d'interrogation dans cette équipe-là, mais de manière générale, moi, je trouve vraiment que Joe Sakic a fait une belle job pour améliorer son équipe. Et je pense que si je me fie à ce que j'ai vu de Carl McCurd et de Samuel Girard, la perte de Barry devrait être compensée par un groupe plutôt qu'un seul. Fait que ça se peut que ton powerplay soit pas trop endommagé avec la perte de Barry, parce que tu as aussi été chercher des joueurs qui offensivement peuvent apporter quelque chose, qui vont peut-être jouer sur l'avantage numérique. Alors moi, de manière générale, je trouve que cette équipe-là est une équipe qui s'est améliorée. L'année passée, ils ont terminé 8e. J'oserais dire que cette année, c'est une équipe qui pourrait terminer plus haut que 8e. Moi, je me risquerais pour dire qu'elle terminerait, mettons, de 6 à 9 dans la conférence de l'Ouest. Pour y aller avec l'indice de The Hockey Guy, THG, The Hockey Guy, lui, il prend en considération la division. Et eux, ils sont dans la division centrale, qui est quand même une division assez solide. C'est pas une division qui est très faible. À ce niveau-là, je me risquerais pour dire que c'est une équipe qui pourrait terminer dans le 2 à 5. Fait que j'y vais avec le 2 à 5 pour la section centrale pour l'Avalanche du Colorado. Ah, puis tu vois, lui, il va avec 1 à 4. Fait que dans le fond, on est à peu près dans le même gauge. Mais lui, il voit un petit peu plus fort que moi. Mais il reste que, honnêtement, je pense que c'est une équipe qui s'est améliorée et que ça devrait être une meilleure année cette année. Alors, faites-moi savoir qu'est-ce que vous pensez de l'Avalanche du Colorado. Est-ce qu'il y a des joueurs que vous pensez qui vont se démarquer, des joueurs qui vous pensez qui sont à risque? Pour ma part, moi, un joueur que je pense qui devrait peut-être attirer beaucoup l'attention cette année, j'y vais avec Nazem Kadri ou Cale Makar. Je pense que Cale Makar a monté des très belles choses dans ses éliminatoires. Dans le cas de Nazem Kadri, je pense que son adaptation, si elle se fait bien, il devrait avoir une meilleure saison que ce qu'il avait connu à Toronto en tant que deuxième centre avec l'Avalanche. Des joueurs qui, pour moi, risquent beaucoup. Déjà, bon, Francouz, ça passe ou ça casse. À 29 ans, là, si ça ne marche pas au Colorado, ça ne marchera juste jamais dans la LNH pour lui. C'est un gars que je mets un gros point d'interrogation. Puis, Grobauer, je ne sais pas comment il va répondre non plus. Les gardiens de but, je vous dirais. Les gardiens de but vont être les deux, pour moi, un point d'interrogation. Parce que si ce duo-là ne marche pas, il va falloir qu'on essaye avec deux gardiens qui sont des gardiens d'expérience. Puis un gros méga point d'interrogation qu'on a, c'est Rantanen. Parce que Rantanen se doit de signer ici. Joe Sakic, point d'interrogation, ne réussit pas à signer Rantanen. Je pense que ça va être un très gros échec. On a besoin de lui pour l'attaque. Fait que franchement, c'est un sujet qui est à suivre. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Les joueurs qui vont se démarquer, les joueurs qui vous pensez qui sont à risque dans cette organisation-là? Ou pensez-vous que l'Avalanche Colorado va terminer la saison? J'ai hâte de lire vos commentaires. Mettez-moi ça dans les commentaires juste en dessous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo si vous l'avez aimée, de la partager si vous avez envie de jaser avec un petit peu plus de monde de hockey. Également, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, puisqu'il y a d'autres vidéos qui s'en viennent dans la lignée, des previews pour la saison 2019-2020. Alors, restez connectés, on se revoit très bientôt. Je vous souhaite une excellente fin de journée.